Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bataille de San Romano, qui a lieu le 1er juin 1432 à une cinquantaine de kilomètres de Florence, entre les troupes florentines de Niccolo de Talentino et les troupes siennoises commandées par Francesco Piccinino. La bataille a eu lieu dans le cadre de la troisième phase des guerres dites de Lombardie, 1431-1433, qui a vu Florence alliée à Venise et soutenue par le pape, opposée à la république rivale de Lucques et à ses alliés Sienne, Milan et Gênes. Rendue célèbre par une série de tableaux dispersés entre Londres, Paris et Florence. Partons ensemble à la découverte de cette bataille oubliée. La bataille de San Romano prend place dans le contexte plus large des guerres de Lombardie, représentant une série de conflits se déroulant dans le nord et le centre de l'Italie entre la République de Venise et le duché de Milan et leurs alliés respectifs, de 1423 jusqu'à la signature de la paix de Lodi en 1454. Au cours de ces conflits, la structure politique de l'Italie a été transformée et 5 grandes puissances ont émergé. La République de Venise, le duché de Milan, des Visconti puis des Sforza, la République de Florence, de Médicis, les États pontificaux et le royaume de Naples. Ils ont façonné la carte de la péninsule italienne jusqu'aux guerres d'Italie du XVIe siècle. En outre, d'importants centres culturels de la Toscane et du nord de l'Italie, tels que Sienne, Pise, Urbino, Mantoue, Ferrare, ont été politiquement marginalisés. Les guerres de Lombardie, qui peuvent être dissociées en 4 périodes distinctes, étaient une lutte pour l'hégémonie dans le nord de l'Italie qui a dévasté l'économie lombarde et affaibli le pouvoir de Venise, dont les dirigeants n'avaient pas tenu compte de l'avertissement du doge de Venise, Tommaso Mocenigo, dans sa lettre d'adieu de 1423. Méfiez-vous du désir de prendre ce qui n'appartient qu'aux autres et d'apporter des guerres injustes pour lesquelles Dieu vous détruira. La guerre, qui était à la fois le résultat et la cause de l'implication dans la politique continentale de Venise, a permis à la Sérénissime d'étendre son territoire jusqu'aux rives de l'Adda et a conduit le reste de l'Italie dans une série d'alliances changeantes et de petites escarmouches. Florence a joué un rôle décisif dans la guerre, d'abord alliée à Venise, puis contre les ambitions territoriales des Visconti de Milan, puis alliée à Francesco Sforza, contre la menace croissante de Venise. La paix de Lodi, conclue en 1454, apportera 40 ans de paix relative au nord de l'Italie, tandis que Venise concentre ses intérêts ailleurs. La bataille de San Romano prend place durant la troisième phase de la guerre de Lombardie lorsque Filippo Maria Visconti a décidé de soutenir la cause de la République de Lucques et a envoyé Francesco Sforza avec 3000 chevaliers à la rescousse de la ville. Cependant, Sforza fut à son tour engagé par les Florentins pour la somme de 50 000 ducats et retire ses troupes, laissant Lucques désormais seul et assiégé par la République de Florence. Elle demande néanmoins à nouveau l'aide des Visconti et pousse la République de Gênes à déclarer la guerre à Florence. Le 2 décembre 1430, les Florentins furent vaincus sur les rives du Serchio, et cette défaite conduit la ville à renouveler son alliance avec Venise, tout en obtenant le soutien du nouveau pape Eugène IV, d'origine vénitienne. Le duc de Milan répond en engageant le condottiere Niccolo Piccinino et en rachetant à nouveau les services de Francesco Sforza. Tous deux se retrouvent face à Carmagnola, condottiere au service de Venise. En mars 1431, les Milanais, dirigés par Francesco Sforza, gagnent contre les Vénitiens la bataille de San Sino, tandis que Cristoforo de Lavello envahit le Marquisa de Monferrat, allié à la Sérénissime, et Piccinino se retrouve en position de force en Toscane. Le 21 juin 1431, une flotte vénitienne remonte le Po pour renforcer les troupes de Carmagnola, mais fut vaincue par les Milanais à la bataille de Crémone, et Visconti trouva un allié contre Monferrat en la personne d'Amédée VIII de Savoie. Pour accroître la confusion entre Venise et Florence, les Visconti obtiennent également le soutien de l'empereur Sigismund, venu en Italie pour être couronné. Malgré la victoire navale, le 27 août, des Vénitiens sur les Génois au large de Gênes, Carmagnola manœuvre prudemment et prend soin d'éviter une nouvelle bataille rangée, et le Conseil des 10 organes, dirigeant la République de Venise, commence à soupçonner qu'il avait été acheté par les Milanais. Carmagnola finit par être rappelé à Venise, où il fut arrêté en mars 1432, condamné pour trahison et décapité. Les Florentins décident d'affronter les Siennois à la bataille de San Romano. Les Florentins déploient environ 4000 chevaux, 2000 fantassins. Les combats, qui durent environ 6
sous 7 heures constitue une série d'engagements de cavalerie lourde. Alberico Novo d'Arbarbino, qui avait campé près de Montopoli, fut surpris par un contingent de cavaliers ennemis qu'il réussit d'abord à repousser et d'où il fut ensuite mis en déroute une fois les renforts florentins arrivés. L'intervention d'un second corps de cavalerie florentin, commandé par Michele Antoloddo, est décisif. Réalisé en 1438, cette œuvre fut commandée par Leonardo Bartoloni, qui prit part à la bataille. Bien qu'elle aurait dû être exposée dans sa maison, Laurent le Magnifique, qui impose de lui transférer dans sa propre demeure. À cette occasion, l'œuvre fut divisée en 3 tableaux pour entrer dans la nouvelle pièce. Des 2 parties latérales, une est conservée au Louvre et l'autre à Londres. La partie la plus belle est exposée à Florence. Ce panneau fut peint en 1456 avec de l'huile sur bois. Il mesure 3,20 m de longueur pour 1,82 m de largeur. Les chevaux qui jonchent le sol de cette scène jalonnent en fait l'espace imaginaire. Les armes brisées ou hors d'usage structurent le terrain dans un jeu de lignes et de volume. Les hampes ou les lances de combat composent par les parallèles, les perpendiculaires et les obliques qu'elles forment. Une construction de lignes droites dont le point de fuite se dérobe à la vue du spectateur derrière la monture de Niccolo d'Alatantino. Casque et bouclier renversé complètent ses armes emblématiques. Au premier plan, une masse en fer gît entre les pattes des chevaux. L'homme semble avoir totalement disparu sous la cuirasse traitée en perspective. Seul dans ce combat sans visage, Niccolo et son écuyer à la tête découverte conservent une apparence humaine. Pour réaliser cette séquence de la bataille, Paolo Ucillo a employé 2 perspectives différentes. Avec ses divisions et son cloisonnement, le fond du tableau a une perspective médiévale, tandis que le premier plan obéit à une perspective fuyante. Ce panneau fut peint également en 1456 avec la même technique d'huile sur bois. Il mesure 3,15 m de longueur pour 1,80 m de largeur. Ce tableau ornait jadis une salle du palais de Médicis à Florence. La décoration fut vraisemblablement commandée par Côme de Médicis pour commémorer la victoire de Florence sur Sienne. Cette œuvre fut complétée à la partie inférieure gauche et à la partie supérieure droite pour s'adapter sans doute à l'architecture d'une autre pièce, située cette fois dans le nouveau palais dont la construction fut achevée vers 1452. Ce panneau entre au Louvre en 1863, après un séjour à Rome dans les collections Campana. Chaque composition ne conserve pas moins sa propre unité, avec le jeu des hampes dressées vers le ciel, les oriflammes qui claquent au vent, ou encore les jambes des fantassins et les pattes des chevaux dans cette séquence de contre-attaque. La bataille qui se déroule sous nos yeux prend l'aspect d'un monstrueux combat, où Silo travaille sur les armures dont les plaques d'argent miroitent dans la pénombre et sur les casques qui vont de l'armette en usage à l'époque au cimière le plus fantastique dont seuls les œillères ouvrent le regard à l'existence. Dans cette formidable mêlée, les aumes finissent par confondre avec la tête des chevaux. La contre-attaque de Michetello qui se détache de l'ombre est baignée par une lumière artificielle. Pour peindre cet épisode où Silo a utilisé la feuille d'argent pour produire des effets de réflexion et de multiplication des images. Ainsi que ses 2 autres jumeaux, ce panneau fut peint en 1456 avec toujours de l'huile sur bois. Il mesure 3,23 m de longueur pour 1,82 m de largeur. L'étude de la perspective prend avec Paolo Uccello une dimension quasi maniaque, au point de conférer à cette composition presque un sens irréaliste d'abstraite. Dans le jeu agité des raccourcis hardis des chevaux tombés à terre, des longues lances, de la rigueur des formes géométriques, le tout situé dans un paysage imaginaire, aux couleurs sombres. C'est justement cette caractéristique qui constitue aujourd'hui la séduction et la modernité de la peinture du maître. Ce tableau est celui qui permet le plus d'apprécier l'imaginaire de Paolo Uccello, qui pour représenter le cheval qui se cabre, comme les montures des autres cavaliers, prend ses modèles dans les manèges de chevaux de bois et leur donne un pelage blanc, noir, bleu ou rouge. Ces chevaux sont figés alors que le choc des 2 troupes impliquerait un traitement dynamique de la scène. Ils paraissent immobiles quand ils se ruent. Les lignes directrices des 3 panneaux mènent toutes vers le choc de la lance sur la cuirasse de Bernardino della Sierrada. L'illumination artificielle de Paolo Uccello par des sources extérieures ressemble à celle dont se sert un décorateur de théâtre
et l'événement qui met en scène où Sello mobilise les accessoires et les artifices des représentations théâtrales ou des fêtes de la Renaissance florentine. Le monde de la bataille de San Romano est un univers irréel vers lequel l'œil qui tente de reconstruire des figures singulières s'égare comme dans un labyrinthe. En agrandissant sur le chevalier, cela permet de bien voir les chevaux affalés ou ruants, qui sont caractérisés par une rigidité de bois qui fige véritablement la bataille. Avec cette œuvre, Paolo Uccello s'éloigne des peintures de la Renaissance, dont l'intérêt se concentre avant tout sur la figure humaine. L'homme qu'il représente semble toujours plié aux exigences de la nature. Qu'il soit chargé de tout poids de la matière dans la scène de la jeunesse de Verdet, entraîné par le déchaînement des éléments au cours du déluge universel, ou transformé en figure de théâtre dans les 3 épisodes de la bataille de San Romano. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 1er janvier 1432, à la mort d'Alexandre le Bon, ses fils et petits-fils se disputent le trône de Moldavie, qui prendra fin en 1457. En 1433, Ilias fait noyer la mère de son demi-frère Stéphane, qu'il n'a pu capturer. 9 ans plus tard, Stéphane crève les yeux d'Ilias. Roman, fils d'Ilias, décapite Stéphane. Pour venger son père en 1447, il sera empoisonné 1 an plus tard. Le 5 mars, c'est le traité de Rennes, une paix entre Georges de la Trémoille, Arthur de Richemont et son frère le duc Jean IV de Bretagne. En juin, les Turcs marchent à travers la Valachie pour piller la Transylvanie. Ils se divisent en 3 groupes, qui sont mis en déroute par l'armée transylvanienne. Les Moldaves et chevaliers teutoniques, qui gardent le Danube entre la Hongrie, la Serbie et l'ouest de la Valachie. Du 18 au 19 novembre 1432, c'est la bataille de Delebio, en Valétine, entre le duc de Milan, Philippe Maria Visconti et la République de Venise. Comme on l'a vu, le résultat de la bataille de San Romano est généralement considéré comme favorable aux Florentins. Mais dans les chroniques siennoises, elle a été considérée comme une victoire, laissant planer le doute sur le véritable vainqueur, même si Florence obtient les plus grands avantages avec son renforcement politique et militaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.